invité du talk est celui qui nous rejoint à présent. Il nous vient du pays de la Teranga. Il est entrepreneur, conférencier, il est écrivain, il a fait le tour du monde pour parler de leadership et d'entrepreneuriat. Sur ce coup... J'étais encore avec le nom. Monsieur Tionné Niang. Tionnian. Voilà. On nous a précisé que le G ne se prononçait pas. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci. Un petit tour. Merci beaucoup. Moi, je voulais savoir, parce que votre parcours est quand même très impressionnant. Et quand on parle de l'histoire, de comment vous avez fait pour arriver et le processus pour être l'homme que vous êtes aujourd'hui, quelles sont les valeurs que vous avez gardées, qui vous ont motivé pour atteindre vos objectifs? Valeur que j'ai acquis de ma famille, c'était d'abord de travailler dur et d'être honnête à moi-même. C'est-à-dire de ne pas faire des raccourcis. Il faut avoir le courage d'aller, même si c'est dur. Et surtout l'optimisme. Sur mon premier livre, je parle toujours de... mon premier livre, ça s'appelle Mémoire d'un éternel optimiste. Je suis un optimiste têtu, je suis un éternel optimiste. Il y a eu trop de difficultés, si vous lisez mon livre, des obstacles qui, pour beaucoup de jeunes, ils vont lâcher, ils vont dire, bon, ça ne vaut pas la peine. D'abord, par le visa, arriver aux États-Unis sans famille, la difficulté, comme beaucoup d'immigrés, on le vit avec le froid, etc. Mais j'avais pas de famille, mais aussi j'avais pas de bourse, 2-3 jobs, aller à l'université en même temps. Mais tout ça, j'avais toujours ces valeurs avec moi où je dois encore pousser les limites. Je dois travailler plus. Et je dois croire en moi et aussi à la possibilité de réussir. Et les États-Unis, c'est comme ça aussi. Hein. Si vous avez des rêves et vous avez le courage de travailler et de poursuivre vos rêves, tout devient possible. Tout devient possible. Et c'est ce que je rêve aujourd'hui de créer avec nous, notre jeunesse ici en Afrique. The land of opportunity. Exactement. Il y a un point déjà avant de poser ma question. Vous avez immigré de façon régulière, on est d'accord. Bien sûr. Et je pense que certains jeunes immigrants aimeraient suivre votre exemple. Donc, est-ce que vous avez 3 points clés, 3 conseils clés que vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent en tout cas suivre votre exemple et surtout atteindre cette réussite que vous avez? Parce que nous avouons que de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui, ce serait pas judicieux de partager votre expérience. Donc justement, c'est ça l'importance de votre présence sur ce plateau. Aujourd'hui, ils sont très nombreux, ces téléspectateurs, ces jeunes qui nous regardent ce soir. Et donc aujourd'hui, c'est un partage d'expérience qu'on souhaite avoir avec tous ces jeunes-là et toutes ces personnes-là qui nous regardent aussi. Hein. Alors donc, Madame Bleu... vos 3 points clés ou 3 conseils clés lorsqu'on est un jeune et qu'on décide d'immigrer dans un pays qui n'est pas le nôtre, comment faire pour atteindre ces objectifs? Bon, d'abord, je dis à ces jeunes que... Moi, je ne peux pas dire à ces jeunes de ne pas voyager. Je le dis toujours parce que j'ai tenté ma chance. L'Afrique m'a fait naître, mais l'Amérique m'a fait grandir. Donc, je ne peux pas retourner ici en Afrique, mon pays Sénégal, pour dire aux jeunes, il ne faut pas voyager. Je pense que le voyage fait grandir. Et si vous le voyez aujourd'hui, les jeunes Américains, les jeunes Européens, ils ont la chance, après 20 ans, 19 ans, ils font des backpacks, ils voyagent le monde, ils regardent la carte du monde, ils vont partout où ils veulent, mais dans nos pays sans visa. Et c'est là où moi j'ai un problème, parce que, et là je parle avec nos États et aussi les États européens, il faudra ouvrir les portes pour ces jeunes, parce qu'ils doivent voyager, ils doivent apprendre. Je ne peux pas le dire. Ce que je le dis, c'est qu'il faut le faire dans les règles. D'accord? Parce que les visas, ça ne se vend pas, c'est free. Quand j'ai vu que je voulais voyager, la première chose de fait, je suis allé à l'ambassade des États-Unis, j'ai pris les informations. Ils m'ont dit non, je suis revenu, ils m'ont dit encore dit non, jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus. Après, ils m'ont donné le visa. Donc, ce que je leur dis, c'est que ce qu'on dit en Wolof, Youssou N'Dour, il dit quelque chose d'extraordinaire dans notre langue, ça s'appelle, elle va comprendre, elle est un peu sénégalaise. Jom moy tuki, mais fulla moy ñibisi. Ouais, fulla moy ñibisi, ça veut dire, parfois on voyage avec la dignité pour aller chercher notre dignité, changer la condition de vie de nous-mêmes et de notre famille. Mais c'est le courage qui fait revenir et bâtir et reconstruire notre continent. Et c'est ça, moi, je vais rester. C'est-à-dire que l'Afrique, aujourd'hui, est en construction et a besoin de sa jeunesse, a besoin de sa diaspora, à ces jeunes qui ont voyagé, qui ont vu le monde comme nous, qui ont vu ce qui se fait ailleurs, comme vous tous. Maintenant, c'est le temps à nous de faire le retour et de partager cette expérience avec la jeunesse africaine, nos jeunes frères et sœurs, pour créer des opportunités pour eux ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi les laisser voyager, ceux qui veulent voyager. Et ils ont les opportunités de voyager. Il faut aller encore plus loin. Est-ce que dans votre plan de départ, lorsque vous étiez prêt à voyager, malgré les refus de l'ambassade des États-Unis, vous étiez prêt, après quelques années, vous avez pour ambition de revenir dans votre pays d'origine pour le bâtir?
Moi, à la base, c'était d'abord l'idée, c'était toujours de voyager, aller apprendre, acquérir des compétences pour être encore plus utile pour mon pays. C'est d'abord à la base. Je n'ai jamais lâché cette notion, cette mission. Même quand j'étais aux États-Unis, quand tout allait bien, quand on est vraiment au cœur de tout, hein, avec les jeunes démocrates, avec le parti, à la Maison-Blanche, quand je voyageais le monde, j'ai jamais... cette idée ne m'a jamais quitté que le pays, le Sénégal, mon continent a besoin de moi. Et je me rappelle ma première rencontre avec le président Obama, c'est ce qu'il m'a dit. Vous êtes du Sénégal, on a parlé un peu, il m'a dit, il ne faut jamais oublier ton pays. Et moi, je savais ça déjà, que je n'allais jamais oublier que je devais revenir et participer sur la construction de mon pays. Mais monsieur Niang, justement, oui. Quand on vous écoute, cette envie de voyager-là peut faire penser qu'on ne peut pas forcément réussir ici tant qu'on ne voyage pas. Absolument non, non, absolument du tout. Il y a des gens qui n'ont jamais quitté le pays. Ici, en Côte d'Ivoire, la même chose au Sénégal, qui font beaucoup plus que nous-mêmes. Et je dis ça à la jeunesse. Parce que vous êtes parti une fois, deux fois, trois fois pour le visa. Exactement. On s'était dit, mais si vous ne partez pas, là, on a l'impression que si vous c'était mes rêves. Chacun doit aussi suivre ce qu'ils ont comme rêve, ce qu'ils ont comme ambition. Ce que je dis à la jeunesse, si vous avez des rêves, poussez les limites, allez plus loin pour suivre vos rêves. Mais voyager ne veut pas dire réussir. Hein? D'accord? Voyager ne veut pas dire réussir, mais ça ne veut pas dire aussi faire les en même temps. Il y a des gens qui restent, qui réussissent, et il y a des gens qui restent, qui ne réussissent pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir réussir ce que j'ai fait aux États-Unis. Mais il y a des gens aussi qui sont là, qui n'ont pas eu cette chance. Donc, c'est difficile de décider par, oui, il faudra aller à l'extérieur pour pouvoir réussir. Ce n'est pas le cas. Je ne dirais pas ça. Il faut surtout croire en ses convictions. C'est tout ça. Justement, ça tombe bien que vous parliez de jeunesse. Oui. Aujourd'hui, on sait que vous vous positionnez en tant que mentor, surtout auprès de la jeunesse sénégalaise. Ça tombe bien également que vous parliez de rêve. On sait que vous avez eu beaucoup d'ennuis avec la police sénégalaise et le gouvernement sénégalais, en l'occurrence, à un certain moment. Est-ce que dans vos rêves, être président de la République du Sénégal, ça en fait partie? Ça en fait partie. Écoutez, là où on est, on a un président au Sénégal, le président Macky Sall. Nous, notre rôle, c'est d'aider le président à réussir sa mission. Parce que s'il réussit sa mission, il le fait pour notre pays. Parce que moi, je veux voir mon pays. Je rêve pour que le Sénégal fait partie des meilleurs pays du monde. Ce que je vois aux États-Unis, en Singapour, dans les autres pays comme la France, etc. Je rêve de ça pour que mes enfants ont ces mêmes opportunités, ces mêmes universités, ces mêmes hôpitaux, ces mêmes infrastructures. Je rêve que l'agriculture de mon pays aujourd'hui, de mon continent, puisse nourrir le monde au-delà de juste du Sénégal. Et je rêve de ça et je n'attends pas d'être en politique pour pouvoir le faire. Pour moi, le changement qu'on a besoin dans notre continent, on n'a pas besoin d'être dans des postes politiques pour le faire. On peut, à notre niveau, faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai fait le retour à mon pays pour ne pas aller directement faire de la politique. Parce qu'on a plus de 300 partis au Sénégal. Qu'est-ce que je ferais ajouter un autre parti politique pour encore occuper la télévision et parler et parler? Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise et africaine n'a pas besoin de paroles, ils ont besoin d'action. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui un pays comme le Sénégal, un continent comme l'Afrique, avec tout ce qu'on a comme terre, le soleil, la jeunesse et tout ce qu'on a. Et jusqu'à présent, c'est les autres pays qui nous nourrissent. Mais Obama n'avait pas la même définition. Obama, il a voulu également apporter un changement dans le pays dans lequel il vit et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait le faire en étant dans un parti sénateur, en devenant sénateur. Donc, comment vous pouvez peser sur le changement de votre pays si vous n'arrivez pas à changer, par exemple, les lois? Moi, je ne suis pas Obama, je suis John Niang, j'ai ma façon de faire les choses. Et je pense qu'on a assez de politiciens en Afrique, on a assez de politiciens au Sénégal, on a encore besoin de beaucoup plus de social entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux qui peuvent créer des projets qui peuvent coûte que coûte impacter la communauté. Là où je vis, dans mon village, moi j'ai décidé d'aller vivre dans un village. Je sors de Dakar dès que j'arrive loin de la ville pour pouvoir impacter le village, là où je suis, là où je fais l'agriculture en même temps. Mais bon, tout ça, on verra dans le futur. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas pour l'instant intéressé par la politique. Maintenant, le futur, on verra ce que... De la vidéo. Bien sûr, dans le futur, on ne sait pas. Oui. Oui, j'ai une question justement parce que vous avez parlé justement d'un retour aux sources, retour au Sénégal, d'entrepreneuriat social, d'agriculture. Vous quittez les États-Unis, après un parcours comme celui que vous avez eu là-bas, vous rentrez au Sénégal, vous ne vivez pas à Dakar, vous allez au village pour investir dans l'agriculture. Pourquoi le choix de l'agriculture? Parce que moi, ça me rend triste que je vois
j'ai parcouru le monde, j'ai fait beaucoup de pays. Hein, et quand je viens chez moi, je vois cette opportunité qu'on a. Aux États-Unis aujourd'hui, à 15h, 14h, 15h, on n'a pas le soleil. Hein. 6-7 mois au Canada, même chose. Donc je ne peux pas comprendre la France, l'Espagne, tout ça, ils sont dans le noir, c'est grey. Il y a le snow partout. Et comment ces pays nous envoient de la nourriture? Ça m'a rendu triste à maintes reprises quand je viens au Sénégal. Je vois, on prend de l'huile jusqu'à l'Ukraine. Le riz, on a le Wallo au nord de notre pays, où on a le riz à gogo, à côté de la Mauritanie, mais on prend du riz jusqu'à... Je suis allé en Indonésie, dans les montagnes là-bas, j'ai vu des femmes qui font le riz pour nous nourrir, nous, en Afrique. Et ça m'a fait trop mal. Donc j'ai dit, mais écoute, je ne peux pas être juste sur Facebook ou dans les réseaux sociaux et comprendre pour ce qu'on peut faire pour régler ce problème. Mais je dois prendre acte, je dois faire quelque chose pour ça. Puisque j'ai les moyens pour investir sur l'agriculture, c'est très expensive, c'est très difficile. J'ai galéré avec l'agriculture, mais je me suis mis dedans, je suis allé dans les champs, j'ai acheté des champs, j'ai fait des fermes. Et aujourd'hui, j'ai fait travailler beaucoup de jeunes. Et aussi, au-delà de ça, maintenant, on a construit un institut agriculture to teach young people how to do agriculture. Et ça, c'est vraiment le déclic, c'est venu par là, de voir que qui te nourrit te contrôle, hein. C'est simple. Et on ne peut pas continuer à rester que les gens nous nourrissent et on pense qu'on est indépendant économiquement. On ne l'est pas jusqu'à ce qu'on puisse nous nourrir et nourrir le monde. Rabia, vous avez une question? Oui, j'ai bien envie qu'on parle aussi de ces relations avec Econ. Vous avez participé au projet Light, cofondateur de Light in Africa. Mais aujourd'hui, vous parlez de rêve, vous voulez que quand vous voyez des villes comme des pays comme Singapour, etc., vous voulez ça pour le continent africain. Je veux ça que j'aurais. Au Sénégal, il y a Econ City qui a été proposé, la maquette présentée aux Sénégalais, très futuriste. Mais justement, cette population africaine et sénégalaise en particulier n'a pas semblé être prête pour ce type de changement. Ça a suscité d'énormes, de vives réactions. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Comment vous voyez cet état d'esprit africain, je dirais, par rapport à ce changement et à cet esprit progressiste? Et je pense que ça, c'est une très bonne question parce que la majeure partie de ce que nous voyons aussi, souvent dans nos pays, si ça vient de l'extérieur, si c'est quelqu'un d'autre qui l'amène, c'est bon, on n'en discute même pas. Et c'est le problème même de nous, de la diaspora. On décide, quand on quitte nos pays, on rêve de revenir, de faire quelque chose, de participer. Mais dès qu'on arrive avec nos projets, on commence à faire quelque chose, on devient des soupçons. On nous regarde, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Est-ce qu'il n'y a pas une ambition? Est-ce qu'il n'y a pas une ambition? Et on doit avoir des ambitions, parce que c'est ce qui fait changer nos nations. Tous les pays qui ont changé, ont été changés par qui? Des gens qui ont des ambitions démesurées parfois qu'on ne comprenait pas. Donc, pour cette question de Econ Lighting, de Econ City, c'est un projet Econ, il a un projet, il rêve. Si on peut l'accompagner pour le réussir, c'est la réussite à tout le monde. C'est pour le Sénégal, c'est pour nos pays, c'est pour le continent. Sinon, si quelqu'un d'autre vient le faire de Dubaï ou extra, ils vont dire que c'est bon. Donc je dénonce, moi. Parce que je l'ai vu. L'attitude, la réaction. Oui. Voilà. Alors, un tout petit peu vous parliez tout à l'heure de la diaspora, on va s'arrêter sur le mot. Et aujourd'hui, ils sont très nombreux, justement, ces jeunes Africains qui sont encore au niveau de la diaspora, qui vivent souvent dans des conditions difficiles, mais qui n'ont pas toujours envie de rentrer. Quand vous avez l'occasion de les rencontrer, quel discours vous leur tenez? Moi, je le dis toujours, il faut aller se chercher, mais n'oubliez pas que l'Afrique a besoin de nous. Et aujourd'hui, tout le monde a compris, le monde entier. Vous êtes là, vous avez vu toutes les nationalités, partout ils sont là. Il y a une grande compétition ici dans le continent, géopolitique, géostratégique ici dans le continent. La Russie aujourd'hui est là, l'Amérique, l'Europe, even Turquie, etc., la Chine, tout le monde, everybody's here, parce que they know the future of the world is going to be played in Africa. Mais tout le monde sait ça, sauf l'Afrique, sauf l'Africain. Nous, on fuit notre continent et là, les gens, ils viennent pour réussir ici. Donc, je dis à ces jeunes, l'Eldorado que vous cherchez aujourd'hui se trouve en Afrique. Parce que moi, cette qualité de vie que j'ai au Sénégal dans le village, je ne l'ai pas aux États-Unis. Regardons le soleil. Moi, j'avais du mal à voir le soleil 6-7 mois. Ça, juste, ça me fait retourner en Afrique. Donc, on doit aujourd'hui venir
construire notre continent. L'Afrique a besoin de nous. Notre continent est en construction. Qui va le construire? On ne va pas attendre aux autres de le faire à notre place. Sinon, si on attend trop longtemps à l'extérieur, on revient, on va devenir des étrangers dans notre pays et des locataires dans notre pays. Et c'est ce qui a commencé à se passer dans beaucoup de nos villes. À Abidjan, ici, peut-être c'est un peu moins parce que vous êtes beaucoup très, speed, comme les Américains un peu. Mais voici beaucoup de pays en Afrique, tout ce qui est en train d'être fait, ça vient de nos amis des autres pays. Mais là, par exemple, cette chaîne de télé, vous avez eu l'occasion de la visiter. C'est extraordinaire. Pour un jeune Ivoirien, africain, une grande fierté. Ouais. C'est pas seulement ça. Moi, j'ai visité l'île BBR. Je pense que c'était à Miami. Hein. Et c'est fait par des jeunes Ivoiriens. Donc, pourquoi prendre l'avion pour aller jusqu'au Maroc ou bien à Miami L'Eldorado aussi, c'est ça que les jeunes à la... Et vous avez parlé juste pour revenir, vous avez parlé d'entrepreneuriat social. Vous êtes dans l'entrepreneuriat social, mais on sait qu'il y a l'entrepreneuriat tout court. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Une grande différence. Depuis longtemps, avant, il y avait l'entrepreneuriat ici. Et l'autre côté ici, c'était les NGO, le social. Les ONG? Exactement. Okay. C'était ça, il y avait de l'espace, il n'y a rien. Les ONG, ils n'aiment pas les entrepreneurs, mais ils ont besoin d'eux toujours pour l'argent, pour pouvoir fonctionner. La même chose pour eux, pour faire du social, il faut donner de l'autre côté. Et entre-temps, des gens comme nous, on est venus ici au milieu, l'entrepreneur social, c'est-à-dire on est entrepreneur, mais on est social. On parvient à créer des projets qui, la fin, ce n'est pas l'argent, mais c'est comment impacter la communauté, comment changer la vie des gens autour de nous. C'est pourquoi l'entrepreneur social, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus d'entrepreneurs sociaux. Des gens qui ne sont pas juste motivés par l'argent, mais impacter la communauté. En fait, gagner de l'argent et avoir bonne conscience. Exactement. On va marquer une courte pause, malheureusement, et Rabia, on aura l'occasion de revenir à votre question tout à l'heure. Permettre à notre invité de souffler un tout petit peu. On aura toutes les difficultés avant la fin de l'émission. C'était perfect. Ah, c'était perfect. Voilà, c'est ça aussi. Il faut y arriver. Voilà, à force de s'exercer, on y arrive. Alors donc, je rappelle donc que vous êtes avec nous pour partager donc cette expérience-là qui est magnifique aujourd'hui, celle que vous vivez, la partager avec tous ces Africains, tous ces hommes, toutes ces femmes qui nous regardent ce soir. Et Rabia, pour lui redonner la parole, elle avait une question juste avant la pause. Justement, moi, je me suis dit qu'on ne pouvait pas ne pas parler quand même de sa casquette d'auteur. Il est écrivain et parmi, entre autres, vous avez publié le livre qui s'appelle « Mémoire d'un éternel optimiste ». Avec ce qui s'est passé récemment, un peu partout dans le monde, mais j'ai envie de parler par exemple du mouvement Black Lives Matter, avec l'histoire de George Floyd, Covid-19, etc., tout ce qui a pu se passer récemment. Est-ce que vous êtes toujours aussi optimiste? Je reste optimiste toujours. Je suis un optimiste, comme j'ai dit au début. Tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, il y avait d'autres événements encore beaucoup plus difficiles. Chaque génération va vivre certaines difficultés. Mais c'est les optimistes qui ont pu faire avancer les choses. À moitié plein. Exactement. En fait. On ne peut pas être pessimiste même si c'est difficile, même si on ne voit pas ce qui va se passer après le end of the tunnel. Il faut continuer à être optimiste. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie, ça va ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités, une autre façon de faire les choses. Ça permet en tout cas de provoquer des réflexions. Exact, des réflexions. Et aussi, surtout moi, ce domaine où je suis dans l'agriculture, ça va nous renforcer aussi, à nous pousser à aller vers la terre et nous nourrir nous-mêmes. Parce que là, ça devient un peu plus difficile d'acheter de l'autre côté, les frontières ont arrêté et tout ça. Et la jeunesse, je suis content de voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de faire ce retour vers la terre. C'est quelque chose d'extraordinaire que l'Afrique avait besoin. Peut-être si on n'avait pas cette pandémie, on n'aurait pas eu cet engouement vers le retour à la terre. Alors, moi, j'aimerais parler, vous avez fait, tout à l'heure, on a parlé d'entrepreneuriat social, vous en avez fait votre cheval de bataille, ça qu'on dit, l'expression, mais le leadership également. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a beau voir qu'il y a du changement qui opère, mais tant que les gens ne sont pas boostés et qu'il n'y a pas un partage d'expérience, ce que je trouve malheureusement manque dans la francophonie, on ne peut pas voir véritablement de changement. Pourquoi, selon vous, le leadership est important? Pourquoi ça fait partie de votre cheval de bataille aujourd'hui? Rien ne peut être fait aujourd'hui dans le continent sans leadership. I think le problème qu'on a aujourd'hui dans le continent, c'est simple, nous tous nous le connaissons, c'est qu'on a un problème de leadership, c'est simple.
et surtout le transformational leadership, leadership transformational. Leadership transformational, ça veut dire, je ne dis pas, par exemple, à la ferme, je ne dis pas à ces jeunes, allez faire ça et ça et ça et ça. Mais si, au lieu de le dire, je montre l'exemple d'abord. Si je parle de la corruption et je suis le leader, je dois donner l'exemple. Par exemple, beaucoup de nos politiques aujourd'hui en Afrique, on le sait nous tous, que beaucoup d'entre eux se sont enrichis par l'État. Donc comment vous voulez que les gens qui vous suivent puissent écouter à vos paroles et regarder à vos actes et faire la différence? Ces jeunes, ce n'est pas des fous, hein, ils voient ce qui se passe. Mais si on a des leaders qui se mouillent les maillots, s'ils disent aux jeunes il faut aller vers la terre, c'est eux-mêmes qui dirigent d'abord. S'ils disent il faut la transparence, il faut la justice, equitable for everyone, c'est à eux-mêmes de donner l'exemple. Donc là, on a une différence. Et ça, je pense que ce leadership est vraiment important pour notre nouvelle génération. Parce que beaucoup de ces jeunes, bien qu'il y a tellement de jeunes qui se débrouillent chaque jour, qui font des efforts pour s'en sortir, mais il y a aussi d'autres qui aillent vers la facilité, parce que c'est ce qu'ils voient, beaucoup de nos aînés, ils font. Tu vois, des gens, ils n'ont pas de travail, ils n'ont jamais créé d'emploi, ils n'ont jamais travaillé, ils sont dans des partis politiques. Après 10 ans, 5 ans, ils sont élus, ils deviennent des milliardaires. Et moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne l'ai pas vu dans beaucoup d'autres pays où j'ai visité pour voir comment le transformational leadership peut changer les choses. Donc c'est pourquoi je pense que c'est ce qui m'a poussé d'ajouter sur l'Institut, pas seulement l'agriculture, mais le leadership. Comment servir nos communautés, comment servir notre pays, comment servir notre continent. Et toujours le leader doit penser à cette notion de service, que vous êtes en train de servir. Pas se servir. C'est pas nos dirigeants, nos présidents, nos ministres, etc. C'est pas des rois, hein. C'est des gens qui travaillent pour nous. Donc ils doivent nous servir. Donc ils doivent servir d'exemple en même temps. Et c'est ça la différence que je vois d'ici dans d'autres pays, quoi. Et vous organisiez plusieurs événements à travers le monde, justement. Je crois qu'on a vu des photos où vous rassembliez des jeunes pour justement leur parler, leur inculquer certaines valeurs. Est-ce que vous le faites toujours? Toujours. Et comment est-ce qu'on fait pour justement y participer? Chaque mois, on a 2 sessions. Au Sénégal ou un petit peu partout? Bon, je le faisais un tout peu partout dans le monde. Mais là, avec le Covid, c'est pas évident. Bon, on va retourner après pour l'international. Mais là, au niveau national, au Sénégal, je reçois aussi des jeunes de partout, de la diaspora. Là, dans les fermes, il y a des jeunes qui sont de partout, qui sont dans les fermes, là, dans l'Institut agricole à la ferme, que j'ai mis avec Leadership. Bon, chaque 2 semaines, on reçoit un groupe de jeunes leaders qui vont venir se former sur le leadership. Certains ils veulent se former sur l'agriculture, tous les domaines d'agriculture, hein, tous les métiers, la production, transformation, vente, etc. Donc, s'ils sont intéressés, ils peuvent aller sur notre site, geofzone.com, et pouvoir remplir les formulaires et l'équipe. Monsieur Niang, vous n'avez pas l'impression qu'avec tout ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de... Évidemment, vous essayez de faire bouger les lignes, vous n'avez pas l'impression de gêner certaines personnes? Est-ce qu'on ne vous combat pas? Bon, c'est normal, bon, ça se passe, mais c'est normal, je comprends, parce que c'est l'Afrique. On est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur, malheureusement, dans les pays comme les États-Unis. Quand on travaille pour ta communauté, on ne te pose pas la question pourquoi tu le fais. Quand j'étais à Cleveland et je faisais des volontaires, je travaillais pour la mairie, je faisais des choses là-bas volontairement pour aider ma communauté parce que c'était redoutable, il faut faire quelque chose pour ta communauté. C'est la culture américaine, anglophone. Et il ne me demande pas, il me pose pas des questions, mais est-ce qu'il n'a pas des ambitions, pourquoi il le fait? Mais il ne faudra pas oublier que l'Afrique m'a vu naître, c'est mon continent. Le Sénégal, c'est mon pays. Je ne peux pas voir ce que j'ai vu à l'extérieur, tout ce qui est de bon de l'autre côté, et venir dans mon pays et laisser les choses comme telles et ne rien faire. Donc c'est pourquoi je me suis tellement engagé là où je suis dans les villages, etc. Of course, je vais gêner quelques personnes, je le sais. Mais ça ne va pas m'arrêter. Il faudra continuer. Il faut continuer à poser des actes qui peuvent aider les jeunes, la communauté et participer à ce qui va développer mon pays. La question, c'est est-ce qu'on vous retrouvera en politique un jour? Bon,
En politique, ce que je fais, c'est déjà la politique. Hein. C'est la politique économique. C'est la politique sociale. Politique politicienne. Pas politique politicienne, ça on ne veut pas. Mais politique pour développer l'agriculture, pour engager les jeunes, oui, ce genre de politique, je veux le faire. Mais pour ajouter des partis politiques, ça on va terminer cette émission avec une vision. Comment vous la voyez, cette Afrique-là, dans 10 ans, dans 20 ans? Dans 30 ans. Dans 30 ans. Vous êtes optimiste? Très optimiste. Très optimiste. Dans votre grand optimisme, comment vous la voyez, cette Afrique? Non, je vois une Afrique dynamique, une Afrique où ces enfants n'auront plus besoin de prendre les pirogues pour aller se chercher à l'extérieur. Je vois une Afrique qui va construire ses propres hôpitaux, que ses ministres et ses présidents ne vont pas prendre des avions pour aller se soigner et laisser ces enfants mourir dans des hôpitaux parce qu'il n'y a pas 100 francs ou 200 francs pour acheter, ou même 5 000 francs pour acheter des médicaments. Je vois cette Afrique construite par ces enfants qui va construire des écoles comme Harvard, comme Yale University, où le monde va venir ici en Afrique pour apprendre et pour se ressourcer, pour faire du business comme ils sont en train de faire. Je vois cette Afrique où sa jeunesse sera the lead of what the future of Africa will be. Et cette Afrique où je rêve, c'est les Houphouët-Boigny, les Senghor, les Nkrumah ont eu ces mêmes rêves quand ils étaient à l'université en France, penser comment on va faire pour changer le continent, pour pouvoir nous décoloniser. Je rêve de ça aujourd'hui. Et je sais, on va conduire, we will drive the change that we want to see in Africa. Et si on n'arrive pas à le faire, je sais que ces jeunes qu'on est en train de former vont nous aider à changer cette Afrique-là. Moi, je suis plus qu'optimiste que l'avenir du monde se jouera ici. Et ces cartes, c'est entre nos mains, nous. La jeunesse africaine et surtout sa diaspora. Ça, je n'en doute pas du tout. Ça commence déjà partout où tu vas. Ici, c'est déjà, tu vas en Côte d'Ivoire, c'est dynamique. La jeunesse bouge. Au Sénégal, il y a une jeunesse qui bouge chaque jour. En Côte d'Ivoire, je le vois partout. En Afrique, Bénin, etc. Afrique du Sud. Et ces jeunes-là, tôt ou tard, ils vont se rassembler ensemble, ils vont se mettre ensemble, comme on est en train de le faire, de la diaspora, revenir prendre en main ce qui nous doit. Pour résumer, l'Afrique sera la première puissance mondiale, à coup sûr, à un moment donné. À coup sûr, et ça dépendra de nous, de la jeunesse africaine, de ce que nous voulons de l'Afrique. Moi, je suis plus qu'optimiste pour ça. Et ce que je retiens, c'est que vous avez cité 3 noms de 3 anciens présidents africains. Donc peut-être qu'on vous verra en politique. J'ai l'espoir. Wait and see. Wait and see. Let's wait and see. L'avenir will tell. Merci, monsieur Mignon. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à Rabia, merci mesdames. Rabia Diallo, Edith Roubleux, Sophie Haïda et Serge Kouachi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Les programmes continuent. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Amen. Cha,